Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour une nouvelle VCR vidéo créative édition 3D dans Blender. Au menu aujourd'hui, on va parler d'orientation, de transformation et du mode Edit. Mais d'abord, si vous aimez la série, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les futurs épisodes. Cela étant dit, c'est parti! La semaine passée, on a déjà vu ensemble comment déplacer et modifier les primitifs dans Blender. Cela dit, je ne vous ai pas parlé de l'orientation de transformation. En gros, si je fais tourner mon cube comme ceci, juste le mettre dans un axe, voilà qui est fait, et que je vais en haut dans le menu qui s'appelle Global ici, voilà, et que je viens choisir Local à la place, regardez ce qui va se passer avec l'orientation de mes transformations. Je peux maintenant décider de garder la direction dans laquelle mon cube pointe afin de continuer à transformer mon cube dans cette direction-là plutôt que de me baser sur l'orientation de ma scène. J'en profite également pour vous dire que vous pouvez mémoriser une orientation. Par exemple, si je veux garder l'orientation de mon cube en mémoire pour de futures transformations, je peux aussi la mémoriser avec le petit plus qu'il y a ici. Pour les autres orientations, on va y revenir un peu plus tard quand on va être un peu plus familier avec le mode édition qu'on va voir tout à l'heure. Cela étant dit, si je reviens en arrière un petit peu, on a aussi l'outil Snap qui est juste ici avec le petit aimant qui permet dans un premier temps de snapper notre cube à des incréments réguliers, ce qui peut être relativement pratique pour tout ce qui est pixel art 3D, on va le dire comme ça. Et on a aussi, si on va dans le sous-menu qui est juste à côté, la possibilité de choisir Vertex, Edge et Face juste ici. Pour l'instant, on va juste choisir Vertex. Les autres vont prendre du sens quand on va rentrer dans le mode Edit. Donc, si je viens prendre le Vertex, qui est donc le mode Vertex, je devrais dire, et que je me fais un petit duplicata de mon cube, Shift-D, si vous voulez connaître le raccourci clavier, voilà, et que je le déplace juste à côté. Par défaut, ce qui va se passer si je rapproche mon cube et que je viens placer ma souris directement sur un des sommets de mon cube, eh bien, ça va snapper mon autre cube sur cette position-là, comme s'ils se touchaient directement l'un l'autre. Cependant, notez que à l'intérieur du menu, vous avez non seulement le choix sur quoi vous allez snapper, mais aussi le choix entre à partir de où vous allez snapper. Donc, en ce moment, de base, il est par closest. Donc, si je tourne mon cube comme ceci, ça va prendre maintenant non plus la face qui est ici comme composant, mais le coin qui est ici. Et regardez bien. Maintenant, c'est basé sur la position de ces coins-là. Cela dit, si à la place, je viens choisir centre, cette fois-ci, ce sera le centre de mon objet qui va venir se snapper sur la position de mes vertex qui sont ici. Cela étant dit, une fois qu'on sait ça, on va pouvoir rentrer tranquillement dans le mode édition. Pour ça, vous allez taper Tab au clavier ou aller dans le menu juste ici qui s'appelle Object Mode et ici. Il faudrait que je sélectionne mon objet d'abord. Donc, Object Mode et vous allez choisir Edit Mode juste ici. Donc, par défaut, vous allez voir que votre cube va devenir complètement orange. C'est parce que tous les constituants de mon cube sont sélectionnés. Donc, cela étant dit, on va juste faire une petite révision très rapide de mathématiques niveau primaire / secondaire. Donc, en 3D, nos objets sont constitués de 3 composants. Le vertex, qui est l'équivalent du sommet en géométrie de primaire. On a ensuite le edge, qui est l'équivalent de l'arête, et la face, ou le polygone, qui est l'équivalent de la face en mathématiques. Chacun de ces composants peut subir les mêmes transformations de base que je faisais subir à mes primitifs dans les premières étapes de votre formation. Donc, la première étant le scale, ensuite la rotation et la translation. Cependant, notez que si vous essayez de le faire sur un seul vertex, ça ne marchera pas pour le scale ou la rotation. Pourquoi? Parce que le vertex n'est constitué que d'une position dans l'espace. Il n'a donc pas de taille, il n'a pas non plus d'orientation. Par conséquent, si vous essayez de le grandir, par exemple, 1000 fois 0, ça fera quand même 0. S'il n'y a pas de taille, il n'y en aura pas même si vous l'agrandissez.
Donc, cela étant dit, si vous remarquez quand je passe en mode Edit avec tabulation au clavier, si jamais vous le cherchez, c'est la touche avec une flèche qui est juste à gauche du Q sur votre clavier, eh bien, vous remarquerez que j'ai des outils qui apparaissent en plus ici. Ce sont mes outils de modélisation. Et ce sont eux qui vont me permettre de créer à peu près n'importe quoi à partir de mes objets primitifs. Vous remarquerez aussi que en haut ici, l'interface va changer quand je passe entre le mode Edit et le mode Objet. C'est parce que, justement, on n'a pas les mêmes manipulations qu'on peut faire sur un objet qui est en mode Objet ou en mode Edit. Donc, première chose que vous remarquez, c'est que vous avez 3 boutons qui apparaissent ici, qui vous permettent de rentrer en mode sélection de vertex. Le deuxième qui vous permet de passer en mode sélection de edge. Et le troisième qui vous permet de passer en mode sélection de face. Vous pouvez aussi en sélectionner plusieurs en utilisant le bouton Shift sur votre clavier ou utiliser les raccourcis clavier qui sont le 1, 2 et 3. 1 pour le vertex, 2 pour le edge et 3 pour la face. Notez cependant que ces raccourcis clavier-là ne sont pas sur le pavé numérique à droite, mais bien sur les chiffres qui sont en haut de votre clavier. Parce que justement, sur le pavé numérique, 1 vous permet de vous mettre en vue de face, 2 vous permet de faire pivoter la caméra, 3 vous permet de vous mettre en vue de côté, et si vous êtes curieux, 7 en vue de haut, 4 fait tourner votre vue latéralement, 5 également mais sur l'autre côté, 8 fait pivoter votre vue dans la direction haute, contrairement aux 2 qui est vers le bas, et 9 vous permet d'inverser votre vue. Donc, si vous êtes en vue de face, 9 vous permettra d'aller voir en vue arrière votre objet. Finalement, vous avez également le bouton 5 sur le pavé numérique qui permet d'activer et désactiver votre perspective. Ça peut avoir son intérêt. Donc, cela étant dit, maintenant que vous savez comment sélectionner vertex, arrête, efface, on va pouvoir rentrer sur les éditions de polygones, donc les outils que vous avez sur le côté juste ici. Donc, le premier en haut, c'est celui que vous allez utiliser probablement le plus souvent. Il s'appelle extrusion. Une extrusion permet de créer des polygones en les sortant d'un polygone sélectionné. Le raccourci clavier, si vous voulez le savoir, c'est E. Et c'est probablement celui que vous allez utiliser le plus souvent en modélisation. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le manipulateur de l'extrusion qui est juste ici et extruder votre objet de cette façon-là. Notez qu'à chaque fois que je fais une extrusion, il y a un petit rectangle qui apparaît en bas et qui vous permet, si vous l'ouvrez, comme ça avec la petite flèche qu'il y a sur le côté, d'aller modifier les propriétés de votre manipulateur que vous venez de créer. Cependant, si jamais vous le fermez, il sera perdu à jamais. En fait, dès que vous allez faire une autre manipulation, celui-ci sera perdu à jamais. Vous ne pourrez jamais revenir revenir dessus. La raison, c'est que Blender ne garde pas un historique de vos mèches. Vous pouvez faire un CTRL-Z, ça va marcher, mais dans d'autres logiciels 3D, comme par exemple Maya, au lieu de construire un objet 3D neuf à chaque manipulation, ils vont plutôt se rappeler de la recette qui a amené à créer cet objet-là. Donc, il va faire une liste de toutes les opérations qu'il a créées à partir du cube d'origine pour arriver, par exemple, à un visage complet. C'est excessivement lourd et ça rend les mèches relativement instables. Pour vous donner une idée, quand j'étais dans l'industrie et que j'utilisais Maya, j'utilise encore Maya, mais pour tous mes projets personnels, je suis sur Blender, mais quand j'utilisais Maya professionnellement dans l'industrie, ça arrivait fréquemment que quelqu'un dans le studio, en moyenne une fois par semaine, corrompait un mesh et devait recommencer à zéro. Heureusement, on avait des backups et on pouvait revenir aux versions précédentes, mais c'était excessivement fréquent. Dans Blender, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où est-ce que j'ai corrompu un mesh. Et pour vous donner une idée, c'est pas 5, c'est pas 4, c'est pas 3, c'est pas 2, c'est pas 1, c'est 0. Je n'ai jamais corrompu de mesh dans Blender. C'est ça la grosse différence. Donc,
La raison pourquoi on garde ces historiques-là dans les autres logiciels, c'est qu'ils se disent, oui, mais si jamais quelqu'un veut revenir sur un manipulateur, oui, mais 99% du temps, si tu fais ça, tu vas corrompre ton mesh d'une façon ou d'une autre. Donc, personnellement, je suis pas fan. Cela dit, le fait que Blender n'ait pas cet historique-là le rend beaucoup plus stable. Le désavantage, c'est que malheureusement, vous pouvez pas revenir sur un manipulateur que vous avez fermé. Donc, malheureusement, c'est un petit peu le downside. Vous pouvez cependant ramener le dernier modificateur que vous avez fait en utilisant la touche F9 au clavier. Donc, si je veux changer ma dernière manipulation, je peux le faire avec F9, qui va me ramener mon menu. Mais dès que je vais faire une autre manipulation, le menu F9 ne me ramènera que ma dernière extrusion. Vous remarquerez également que vous avez une petite flèche en bas à droite de votre menu extrusion ici, qui vous donne 5 types d'extrusions différentes. Pour vous les expliquer, je vais juste me créer un nouveau cube. Ce ne sera pas long. Voilà. Et je vais juste faire une petite manipulation très rapide pour pouvoir vous expliquer c'est quoi qu'elles font. Donc, et je vais appliquer ça. Pas de besoin de savoir ce que j'ai fait, on en reparlera très bientôt, je vous le promets. Donc, j'ai maintenant un cube avec plusieurs facettes. Et avec le premier qu'on va voir qui s'appelle Extrude Manifold, cela, honnêtement, je vous le déconseille. Pourquoi? Vous risquez plus de créer des problèmes dans votre mèche que d'en résoudre. Donc, ce qui va permettre de faire, ce sera d'essayer, je vais juste désactiver le snap, il va essayer de ne pas, comment je dis, il essaye en fait de merger les composants qui vont se retrouver au même endroit et éviter ainsi de créer des problèmes. Mais comme vous le voyez, ça marche à moitié. Et si je regarde le résultat que j'ai en ce moment, techniquement, ça a l'air correct pour quelqu'un qui débute, mais je sais, parce que j'ai quand même un petit peu d'expérience en 3D, que ça ici, ce n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce que je me retrouve avec ce qu'on appelle un endgun ici, c'est-à-dire un polygone qui a plus que 4 côtés. Là, je le sais, vous allez tous me dire, ben non, il y a juste 4 côtés. En fait, vous faites erreur si vous comptez avec moi. 1, 2, 3, 4 et 5. Oui, en effet, le petit bout ici compte comme étant 2 côtés, même s'ils sont alignés. Et ça peut poser d'assez gros problèmes quand on fait de la modélisation. Je vais pas rentrer dans les détails pour l'instant. On a un cours prévu sur la topologie dans les semaines à venir, mais croyez-moi, ça, c'est à éviter. Donc, suivez mon conseil. Pour ce qui est du Extrude Manifold, ne l'utilisez pas. Vous allez vous éviter bien des maux de tête par la suite. Donc, cela étant dit, évidemment, ce n'est pas le seul manipulateur qu'on a dans l'extrusion. On a aussi Extrude Individual, et ça, ce que je vais faire, je vais sélectionner une série de faces ici, qu'on va extruder de ce côté-là, et de l'autre côté, je vais faire exactement la même manipulation, mais avec une extrusion normale. Voilà. Donc, Extrude Région. Voilà. Extrude Région étant celui que j'ai utilisé depuis le début. Et que j'ai utilisé au début, en fait. Donc, maintenant, regardez la différence. Si je viens du côté où est-ce que j'ai fait mon extrusion, entre guillemets, normale, toutes mes faces restent attachées les unes aux autres. Tandis que de l'autre côté, mes faces sont complètement séparées les unes des autres. Et dans les faits, ça peut avoir certaines utilités. Par exemple, si je veux modéliser un igloo, par exemple, c'était l'exercice qu'on donnait quand j'étais au bac en 3D pour expliquer comment faire la différence, pour expliquer la différence entre les deux. Dans les faits, vous voyez assez bien à l'intérieur ce qui se passe. Donc ici, c'était mon extrusion normale et ici, c'est mon extrude individual. Donc évidemment, ne laissez pas un mesh comme ça avec des faces superposées, ça peut poser problème. Encore une fois, on en parlera quand on parlera de topologie. Ensuite de ça, là, je vais supprimer mon cube et je vais me créer une sphère. Donc, add mesh sphere, voilà. Et je rentre en mode edit, tabulation comme tout à l'heure. Je vais sélectionner quelques faces et on va passer au prochain type d'extrusion
qui s'appelle le Extrude Along Normals. Alors, les normales, premièrement, qu'est-ce que c'est? One eternity later. Donc, une normale, ce que c'est simplement un objet mathématique qui indique dans quelle direction pointe une surface. Donc, par exemple, en ce moment, chacune de mes faces a une normale qui pointe dans une direction différente. En gros, c'est simplement comme si vous plantiez un bâton perpendiculaire à votre surface, à 90 degrés si vous préférez. Et ça, c'est la direction dans laquelle cette face-là va être extrudée si elle est sélectionnée. Donc, si je viens juste cacher ces normales-là et que j'ai sélectionné quelques faces, voilà, et que je viens faire une extrusion normale de ce côté-ci, et de l'autre côté, voilà, si je viens faire une extrusion le long des normales, vous allez voir la différence que ça me donne d'un côté versus l'autre côté. Donc, celui-là, c'est un petit peu comme si j'avais scalé ma sphère, tandis que celui-ci, c'est comme si j'avais arraché une partie et que je l'avais tiré. Donc, dans les faits, c'est vraiment juste la direction dans laquelle pointent mes normales, mais ça peut avoir certains intérêts en termes de modélisation. Donc, ça, c'était pour l'extrusion le long des normales. On a vu aussi l'extrusion manifold, l'extrusion individuelle. Il nous reste le extrusion au curseur. Donc, celui-ci, si je sélectionne le désélectionner, sinon ça ne marchera pas. Si je sélectionne une face et que je sélectionne l'outil extrusion jusqu'au curseur, ça va me permettre d'extruder ce polygone-là jusqu'à la position de mon curseur. C'est excessivement pratique quand on fait du loop modeling. Ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais attention parce que vous pouvez vous retrouver avec des petits trucs un peu glitchy comme ceci. Donc, faites attention à ne pas être trop ambitieux sur l'angle dans lequel vous envoyez votre polygone. Donc, je reviens en arrière. Voilà qui est fait. Et je vais reprendre à partir d'un cube, parce que ça va être un peu plus clair pour le reste. Donc, un cube, donnez-moi une petite seconde, simple, appliquer, et voilà. Donc, pour ce qui est de celui-ci, c'est ce qu'on appelle un insert face. En gros, j'étais encore en mode extrusion tout curseur. Donc, plus sérieusement, si vous utilisez le insert face, ce qu'il va faire, c'est simplement insérer une face à l'endroit où est-ce que vous avez votre sélection. Cependant, je ne l'utilise presque jamais. Il y a une utilité, je vais vous la montrer cependant, mais la raison pourquoi je ne l'utilise jamais, c'est que c'est exactement la même chose que si je fais une extrusion, donc au clavier, et que je fais clic droit. Le clic droit confirme la création de l'extrusion, mais ça la ramène à sa position de base. Donc, si vous regardez, j'ai bien mon extrusion qui est faite, on peut la voir. Mais si je viens juste faire un scale, donc S au clavier, vous voyez que je me retrouve avec exactement la même chose, sauf que je peux beaucoup plus facilement gérer la taille de ce polygone-là. Donc ça, c'est quand même assez utile. Cependant, il y a une utilité particulière à l'insert face qui est d'essayer de respecter la forme de votre objet original. Donc, si je viens faire une extrusion, une insert face avec ceci, regardez ce qui se passe. Vous voyez que il essaye de garder la forme originale de mon cube et vient juste rajouter cette petite partie-là ici. Donc, c'est quand même relativement utile, mais c'est relativement chiant à contrôler avec le manipulateur qu'il nous donne par défaut. Notez tout de même qu'une fois que vous l'avez fait comme ça, vous pouvez toujours utiliser ceci pour revenir toucher votre manipulateur. Cependant, regardez qu'est-ce qui arrive dès que vous passez l'intérieur ici. Donc, la face au milieu pose encore un petit peu de problème. Donc, ça existe. Il est utile dans certains cas, mais faites juste attention de ne pas briser votre géométrie avec le genre d'erreur que je viens de vous montrer. Le bevel. Le bevel, il est excessivement simple à utiliser. Donc, si je viens juste sélectionner les côtés ici et que je vous montre, en fait, je vais faire au complet, donnez-moi une petite seconde. Rassurez-vous, on va voir aussi les outils de sélection aujourd'hui. Donc, ce que je suis en train de faire, ça a l'air un petit peu mystérieux pour vous autres pour l'instant, mais rassurez-vous, on va le voir tout de suite après qu'on aura terminé de voir cette section-ci. Donc, cela étant dit,
L'outil Bevel, donc, si vous cliquez directement ici, vous avez le manipulateur qui apparaît. Et si vous l'activez, vous avez ce genre de biseau, là, oui, biseau, c'est le terme français pour bevel, qui va apparaître et que vous pouvez ensuite peaufiner avec votre manipulateur. Notez que vous pouvez également utiliser le raccourci clavier qui est CTRL B clavier et avoir exactement le même effet que ce que vous aviez ici. Cette fois-ci, cependant, vous remarquerez que vous avez plus d'options pour le peaufiner. Entre autres, vous avez le nombre de segments de votre biseau. Je vais continuer à dire bevel, ça ne vous dérange pas. Donc, de votre bevel, vous avez la forme de votre bevel que vous pouvez pointer dans une direction ou, en fait, vers l'intérieur ou l'extérieur. Donc, ça peut avoir certains intérêts dépendant de la forme que vous voulez. Attention parce que le CTRL Z va annuler complètement votre bevel. J'arrête pas de faire l'erreur. Donc, 0.25 va vous donner, et oh, pas ça, shape, pardon, 0.25, 25 va vous donner un biseau, un bevel, pardon, complètement plat. 0.5 va vous donner un bevel arrondi. Si vous le montez, vous voyez qu'il va devenir plus pointu, mais plus sharp, entre guillemets. Et 0 va vous donner littéralement un biseau plat, mais à l'inverse. Donc, je vais juste le mettre à 4 pour que vous voyez ce que je veux dire. Donc, plat, c'est littéralement plat. Et si je vais dans l'autre direction, c'est complètement plat. C'est juste que là, il y avait 3. Donc, il y avait évidemment le côté qui n'était pas complet, mais au-delà de ça, donc, 0.25, par exemple, va vous donner justement le côté vraiment très anguleux que je vous montrais au début. Donc, ensuite de ça, le Material Index. En gros, vous pouvez créer plusieurs matériaux sur un même objet. Ce que ça va faire, c'est que les polygones générés par votre biseau vont changer de matériel. Donc, si vous mettez 0, ça va garder le même matériel. En fait, vous savez quoi? Je vais vous le montrer. Tiens. Je vais revenir en arrière. Donc, si je mets ici un nouveau matériel, on va le garder blanc et celui-là, on va le mettre bleu pour voir la différence. On se met en Material Preview et je vais faire mon bevel. Et voilà. Et si je mets un ici, mes biseaux sont maintenant passés à mon deuxième matériel. Si j'avais eu plus de matériaux, j'aurais pu faire plus d'offset, mais pour l'instant, vous voyez ce que je veux dire par là. Ça peut avoir une utilité. Donc, si je reviens en arrière et que je refais un biseau, voilà, juste enlever le Material Index. Ah, on peut aussi aller en négatif si jamais vous voulez baisser en nombre de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et je vais me remettre en solide. Donc, ensuite de ça, pour le reste, je veux pas en parler parce que c'est un petit peu plus avancé, mais c'est la base des biseaux. Ça peut avoir certains intérêts, on va en parler sous peu. Juste en dessous, on a le Loop Cut qui permet de rajouter une loop. Et là, je vais vous montrer une raison pourquoi c'est pas bon d'avoir un polygone à 5 côtés. Donc, si j'ai sélectionné ce edge-là, donc edge, dissolve edge, voilà qui est fait. OK. Et si j'essaie de faire ma loop ici, vous voyez que rendu là, okay, mauvais exemple, il faudrait que j'en ai au moins 2. Edge, ou 3 même. Juste pour être sûr. Donc, vous allez voir que rendu là, il est plus capable de reconnaître dans quelle direction aller. Parce que, en gros, la façon dont ça fonctionne, ces loops-là, c'est que si on a le logiciel qui vient couper ce polygone-là, puis qui passe au prochain, il va sauter les deux lignes qui sont connectées, il va directement à la ligne qui est pas connectée. Mais dans ce cas-ci, une fois qu'il arrive ici, il saute ces deux-là, puis OK, mais là, il m'en reste 1, 2, 3, lequel je prends, je peux pas continuer. Donc, c'est pour cette raison qu'il va pas continuer dans cette direction-là. Donc, c'est une des raisons. Il y a d'autres raisons, mais c'est une des raisons pourquoi il faut pas avoir de handgun. Et même chose avec les triangles, mais les triangles, c'est différent. Encore une fois, on en parle dans la topologie. Donc, vous remarquez qu'on a aussi un petit sous-outil à l'intérieur, juste ici. D'ailleurs, remarquez qu'à chaque fois que vous pouvez changer d'outil à l'intérieur, il y a tout le temps un petit triangle vert.
juste être sûr que vous le voyez. Donc, si je sélectionne par exemple celle-ci et que je viens rajouter celle-ci, ouais, et que je viens justement utiliser cet outil-là. Donc, ce qu'il va faire, c'est rajouter 2 edge loops de chaque côté de ma sélection. C'est utile, mais pour être totalement franc, c'est pas un outil que j'utilise très souvent parce que si je viens juste reprendre l'outil de base, je peux tout à fait juste me rajouter mes 2 lignes de chaque côté et simplement glisser un petit peu pour les repositionner où est-ce que je veux. C'est pas aussi précis, ils seront pas exactement à la même distance. Mais si c'est quelque chose que je veux à tout prix avoir, je peux très bien rentrer ici. Ben, j'ai 0.6 par exemple, et de l'autre côté, si je rentre 0.6, j'aurai pas la même chose normalement. Vous voyez, ça va de l'autre côté. Donc, j'ai juste à aller dans l'autre direction et faire 0.4 ou non, négatif 0.6, pardon. Négatif 0.6. Et voilà, là, je vais avoir la même distance. C'est en pourcentage. Donc, en pourcentage. C'est relatif à la taille de mon polygone. Donc, tant que mes polygones ont à peu près la même taille, ça devrait me donner un résultat à peu près similaire. Juste en dessous, on a le knife qui permet de couper mon mesh. Donc, si je viens, juste que je le sélectionne, qui me permet de rajouter des edges comme ceci à mon mesh, comme ça. Voilà. Juste terminer celle-là. Et ça me permet, par exemple, de prendre ces polygones-là et d'en faire une extrusion, comme ceci. Bon, je vous disais qu'il y avait des problèmes avec les triangles, justement. Si j'essaie de faire un edge loop, vous voyez qu'en ce moment, je n'ai plus la possibilité de continuer dans cette direction-là. Notez cependant que, ce faisant, je me suis retrouvé ici avec, à nouveau, un quad. Donc, techniquement, j'ai réparé celui-là. Enfin, bref. Ça, c'était le knife, le couteau, mais c'est pas la seule chose qu'il va faire. Si je vais à l'intérieur, on a le bisect, qui est un petit peu bizarre. Celui-là, il faut que j'ai une sélection de fait, et maintenant, je peux couper cette sélection-là de bord en bord de mon objet, et je peux ensuite déplacer cette coupe-là, tant que mon manipulateur est actif, en plus de changer son inclinaison dans toutes les directions possibles et imaginables. Une fois que je suis content, cependant, je peux également rajouter ces petites cases-là à cocher. Donc, si je viens prendre, par exemple, Clear Inner, ça va couper le bas de mon mesh. Et je peux aussi remplir le tout avec un gros polygone très laid qui ne marche pas du tout, mais on peut le réparer par la suite. Je peux aussi faire Clear Outer, pas les deux en même temps. Et encore une fois, je peux utiliser Fill pour remplir l'intérieur ici. Des formations professionnelles. J'allais vous demander si vous aviez des questions, mais il n'y a personne dans le chat en ce moment, donc ça ne servirait pas à grand-chose. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire sur la vidéo YouTube. J'y répondrai dès que possible. Donc, on va continuer un petit peu. On a juste ici l'outil Polyball qui permet en gros de déplacer des vertex par rapport à ma caméra sans avoir à choisir le mode d'édition à chaque fois. Un peu, c'est pas l'outil que j'utilise le plus souvent, je vais être totalement franc avec vous. Vous avez ensuite le spin qui permet de faire ceci. Pas que, évidemment. Vous pouvez changer un petit peu la position de votre objet. Là, la question que je me pose, je vais juste vérifier une petite seconde. Est-ce que c'est OK? Donc, la position de votre spin, ça va me permettre de vous indiquer aussi une autre chose. Donc, la position de votre spin est basée sur ceci. Vous voyez, en fait, je vais juste le confirmer avant. Une seconde. Oui, c'est ça. Donc, ceci est ce qu'on appelle le 3D Cursor. Le 3D Cursor, c'est un objet 3D dans Blender qui permet de gérer certaines manipulations. Dans ce cas-ci, le spin, mais pas que, parce que si je viens maintenant me faire un nouveau polygone, eh bien, il va apparaître à cet endroit-là. C'est aussi une façon assez pratique de mémoriser temporairement un emplacement pour une manipulation, mais c'est pas la seule utilité.
Je vais vous donner un exemple très simple. Si je fais Shift S, ça, ce sont mes outils d'édition de curseur. Je peux dire, par exemple, Cursor to Selected, et là, ça va mettre mon curseur à son emplacement, ou je pourrais aussi changer le centre de mon objet pour le mettre, par exemple, si je viens prendre cette face-là, par exemple, Shift S, Cursor to Selected, et là, je pourrais venir dire que mon objet maintenant, Set Origin to 3D Cursor, et maintenant l'origine, donc le point de pivot de mon objet est maintenant ici. Il y a plein d'utilités au curseur, mais on y reviendra un petit peu plus tard au besoin. Et d'ailleurs, soyez pas intimidés si vous n'avez pas trop compris c'était quoi ça, un petit peu plus avancé. Donc, Cursor to Selected. Donc, pour l'instant, on va se concentrer vraiment sur les outils d'édition. Pour continuer, je vais juste me revenir une petite affaire en arrière, genre, voilà qui est faite. Un petit peu. Voilà. Donc, le prochain, si je viens sélectionner toutes mes polygones, voilà, celui-ci s'appelle Smooth et me permet de smoother mon objet. Donc, si je le fais dans une direction, vous voyez que mon objet va devenir plus soft, entre guillemets. Mais notez que si vous le faites à l'opposé, vous pouvez aussi donner un côté plus anguleux à votre objet si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. À l'intérieur, vous avez aussi le Randomize qui permet de randomiser la position de vos vertex. Donc, si vous voulez juste rendre votre mèche un petit peu plus croche, entre guillemets, oui, je le sais, ça peut sembler con à dire, mais oui, ça a une utilité. Parce que sinon, les objets 3D ont tendance à être excessivement parfaits. Donc ça peut rajouter un petit peu de désordre. Ça peut avoir certaines utilités. Donc, ne vous en faites pas de ce côté-là. Donc, vous avez donc le randomize, le Edge Slide et son sous-outil Vertex Slide, je ne les utilise jamais. Pourquoi? Parce que, pour une fois, le raccourci clavier marche 1000 fois mieux. Je vous explique. Si je sélectionne un Edge au complet, un Edge Loop au complet, et que je fais le raccourci clavier qui est Shift-V, je peux faire glisser cette série d'objets-là le long des edges perpendiculaires. Cependant, si je viens sélectionner un vertex et que je fais aussi Shift-V, fausse manip, donc Shift-V, eh bien, vous voyez que celui-ci aussi va fonctionner pour faire glisser mon vertex le long de mes edges. Donc, ça fait littéralement les deux en même temps, tandis que celui-là, il faut tout le temps choisir si c'est vertex ou edge. Un petit peu inutile si vous voulez mon avis. Le Shift-V fonctionne beaucoup mieux que de devoir choisir constamment lequel on a. Donc, mémoriser Shift-V à la place d'utiliser cet outil-là, ça va être un petit peu mieux. Ensuite de ça, on a le Shrink Flatten. Ça, je vais le sauter pour l'instant. On va le faire avec une sphère, ça va être un peu plus clair. Le Shear permet de rendre votre objet en italique dans différentes directions. En fait, dans toutes les directions. Voilà. Pour être franc, je ne l'ai jamais utilisé pour mes travaux. Mais il existe et je peux concevoir les utilités d'une telle chose. C'est juste que j'ai jamais eu cette utilité-là en production, mais ça existe. Juste en dessous, vous avez le Rip Region. En Vertex, il marche relativement bien. Donc, ça permet d'ouvrir votre mèche. Donc, ça peut être un petit peu capricieux des fois, mais il est là. Et juste en dessous, vous avez Rip Edge, qui est... ça va arracher votre edge et créer ça. Donc, un espèce de nouveau edge. C'est pas... Celui-là, autant Rip Region, il y a certaines utilités. Par exemple, vous voulez faire une grotte avec une entrée, ça pourrait être utilisé comme ça. Il y en a d'autres, mais en gros, oui, celui-là, je vois des utilités. Le Rip Edge, honnêtement, j'ai jamais eu d'utilité pour celui-là. Mais je vous l'ai montré, il est disponible. Si vous trouvez une utilité, dites-le moi en commentaire. Donc, comme je vous disais, on va revenir sur un dernier outil sur le côté. Je vais prendre une sphère et je vais prendre quelques polygones juste sur le côté, juste ici. Voilà qui est fait. Et juste comme ça, on va aller prendre le Shrink Flatten, juste ici,
Est-ce que tu... OK. Ah, OK, je suis pas sûr de bon. Shrink, flatten, qui, en gros... moi, je dirais ça. Ça se base sur la normale pour essayer de faire quelque chose, j'imagine. Pour être totalement honnête, c'est pas quelque chose qui est très, très, très utile. Ça existe, mais c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. En fait, je l'ai jamais utilisé en production. Celui-là, c'est la même chose, mais au lieu d'aller à la verticale, dans la direction de vos normales, ben, ça va être perpendiculaire à vos normales, en gros. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. En fait, j'ai jamais utilisé ces deux outils-là. Mais encore une fois, si vous avez une utilité, je ne vous jugerai pas. Mettez-la en commentaire. Ça me ferait plaisir d'en parler. Donc, ce sont les principaux outils de modélisation qu'on a dans Blender. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais qui sont peut-être plus avancés. Et techniquement, avec ces simples outils-là, vous pouvez déjà modéliser énormément de choses. J'ai pas encore préparé. En fait, je vais vous préparer un exercice pour les semaines à venir, parce qu'on a quand même besoin de voir les manipulateurs avant de pouvoir passer à ces exercices-là. Mais ça va être des belles pratiques de modélisation, je vous le promets. Cependant, je vais terminer cet épisode en vous montrant un petit truc très rapidement. Si vous allez dans Préférences et que vous allez sélectionner Get Extension et que vous tapez Edge. Non, c'est-tu Edge? Non, Loop Tool. Voilà, Loop Tool. Juste ici. Donc, techniquement, moi, il est déjà installé, donc vous n'avez pas de besoin, j'ai pas de besoin de l'installer, mais vous pouvez l'installer à partir d'ici. Donc, Get Extension. Et ça, c'est un outil qui peut avoir certaines utilités. Si je viens juste me créer un cube, juste lui donner quelques subdivisions, donnez-moi une petite seconde. Voilà qui est fait. Donc, juste ici. Donc, dans Edit, vous avez le Loop Tool qui vous permet, entre autres choses, si je sélectionne quelques faces ici, vous avez la possibilité de transformer ceci, par exemple, en cercle, ce qui vous permet de faire une extrusion. Et ça vous donne un proto-marteau de Thor. Bon, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est le genre de choses qu'on peut faire très facilement grâce à ça. Et c'est disponible. L'autre chose que vous pouvez faire, je vais sélectionner quelques faces ici. Face. Voilà. Juste ici. Il y a le bridge, qui est très pratique, qui permet de reconnecter les deux côtés. Donc, si vous regardez, j'ai juste sélectionné les trois edges d'un des côtés, les trois edges de l'autre côté. Je viens faire un bridge. Tant et aussi longtemps qu'on a une seule ligne de polygone qui manque, ça va marcher. Sinon, l'autre chose que vous pouvez faire, qui est assez pratique, juste enlever ça, face. Vous pouvez sélectionner. Quand vous avez juste une face qui manque, vous pouvez utiliser le raccourci clavier F, F pour fill, remplir en anglais, et ça va remplir la face qui manque. Il nous reste à voir une dernière petite chose pour cette présentation. Ah oui, dernière chose sur cette série d'outils-là. Il y en a d'autres qui sont utilisés ici, mais les principaux, c'est Bridge et Circles. Pour les autres, je vous laisse les explorer. Mais sinon, pour Bridge, vous pouvez aussi le retrouver dans le menu Edge. Vous pouvez passer ici ou CTRL-E, ça amène au même menu. Et vous retrouvez le Bridge Edge Loop, juste ici, qui fait exactement la même chose. Donc, il me reste à vous parler des outils de sélection. Parce que vous m'avez vu faire des trucs comme ceci, qui sélectionnait toute la loupe comme ça. C'est très simple. Pour ce faire, si vous êtes en mode Edge, vous faites Alt au clavier. Et si vous cliquez sur une Edge, ça va sélectionner l'entièreté de la loupe ici. Si vous êtes en face, vous pouvez sélectionner la même chose, mais avec des faces. La façon de diriger votre sélection, c'est, par exemple, si je veux sélectionner dans cette direction-là, je vais me mettre près
d'un des edges qui vont dans cette direction-là, donc comme ceci. Et si je veux aller dans cette direction-là, ben, je vais cliquer près d'un edge, donc ici ou ici, pour aller dans cette direction-là. Vous pouvez toujours combiner ce raccourci clavier-là à Shift qui va vous permettre de sélectionner, d'ajouter ou d'enlever à votre sélection, pardon. Sinon, ça marche également avec les vertex. Même chose, si vous voulez aller dans une direction, vous mettez votre souris sur ce edge-là ou ce edge-là, dépendant de la direction dans laquelle vous voulez aller. Pardon. Donc, ça, c'était pour sélectionner une edge loop au complet. Si vous, bon, pour rajouter une sélection, c'est Shift. Ça, je crois que c'était déjà clair. Vous avez également CTRL, Shift. Non, pas CTRL, Alt. Attendez. Et oh. Ah, OK. Pardon. CTRL, Shift. Je le cherche tout le temps. Donc, CTRL, Shift qui permet de sélectionner un intervalle. Donc, par exemple, ça et ça. Et ça me permet de sélectionner, justement, un carré en 2 clics. Donc, si je veux sélectionner l'entièreté de cette section-là, CTRL, Shift, je viens ici et ici. Et ça me sélectionne l'entièreté de ma région ici. Donc, en gros, ah oui, dernier mode de sélection, si vous voulez sélectionner la totalité de votre mèche au clavier, ou sinon, vous pouvez faire aussi CTRL-L et sélectionner simplement normal. Ça va sélectionner la totalité de votre mèche. Donc, c'est ce qui conclut ce troisième épisode de VCR Vidéo Créative. C'était VHS qui vous rappelle de liker, commenter, partager et cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les futurs épisodes. Je vous prépare également un exercice de modélisation probablement pour la semaine prochaine. Je crois que vous allez aimer. Allez, à la semaine prochaine.